Ça va ? Ouais, trop bien. Cool. Salut tout le monde et bienvenue dans Long Live, le débrief qui est de retour suite à vos très nombreuses demandes. Merci David, ultra plébiscité par les auditeurs du podcast Long Live. Alors on vous explique pourquoi est-ce qu'on en avait fait moins ou plus. Parce qu'il y avait beaucoup moins d'audience, on s'est quand même rendu compte. Donc on a voulu tester l'enchaînement d'interviews sans débrief. Et puis vous nous avez dit que non, ça vous manquait trop, que vous aimiez trop. Et donc on revient trop bien ensemble une semaine sur deux pour débriefer de l'épisode. Merci, cette communauté est trop sympa, c'est hyper sympa. Non, mais j'ai la meilleure communauté en fait. Je suis ravi. Ouais, j'adore. Très à l'écoute. Merci pour ces retours. Donc on revient sur l'épisode sur le stress où l'on a interviewé un psychologue, le docteur Bago. J'ai pris des petites notes mais je les ai sur mon téléphone cette fois. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, cet épisode m'a fait énormément de bien. Rien que juste cette conversation d'1 heure, c'était comme un peu ma propre psychothérapie. J'ai beaucoup aimé, finalement, le côté un peu prise de recul, se lâcher la grappe un peu. Je trouve que ça fait vraiment du bien. Bah, surtout, ce que tu dis là, c'est très juste, c'est que en fait, ça t'a fait du bien parce que c'est un sujet qui touche tout le monde. On est tous confrontés à ça, en fait. Et on va le remonter chronologiquement, cet épisode, mais le stress touche tout le monde, à tous les moments de sa vie, à tous les moments d'une journée, quelles que soient les situations, il y a des différences de stress. Donc ouais, moi aussi je me suis senti concerné et je pense que les gens se sont sentis concernés par cette problématique. Bien sûr que le stress touche absolument tout le monde, à différents niveaux, différents stades de la vie aussi, ça peut être des stress plus ou moins intenses. Ouais. Et parfois on ne s'autorise pas à accepter d'être stressé aussi. En se disant c'est juste normal, tout le monde le vit, moi aussi. Déjà quand vous l'avez défini, moi, la définition du stress, elle n'était pas évidente pour moi. Vous avez commencé par ça et c'était bien de dire ça. C'est quoi le stress ? Et vous l'avez dit, et lui il a dit en utilisant la définition de l'OMS, qui est en fait... Elle est complexe d'ailleurs. Oui, en fait tu as une situation à gérer. Si c'est pas évident, c'est là que naît le stress. Le stress, il naît d'un moment où tu ne sais pas si tu vas arriver à gérer une situation à laquelle tu es confronté. Est-ce que tu as les ressources ou pas ? Comment tu vas les mobiliser ? Exactement. Donc techniquement, si tu as les ressources, tu dois pas stresser. Ouais. Et du coup, c'est vrai que plus on est expérimenté, plus on sait quelles ressources on a. Donc c'est vrai que la diminution du stress vient aussi avec l'expérience. Et moi, je le vois par exemple avec ma mère, donc, qui a quand même eu 4 enfants et maintenant 10 petits-enfants. Bon, à 60, elle a quel âge ? 74 ans, clairement, elle n'est pas trop stressée quand un enfant a un petit souci, quoi. Oui, il recule. Exactement. Et finalement, on peut un peu prendre la graine des anciens aussi pour ça. Mais ce qui est marrant dans cette définition, de se dire que le stress est en fait le fait de se demander si on est capable de gérer ou pas une situation, en fait, c'est quelque chose, et on va le voir, je pense, plein de fois quand on va débriefer tout le long de cet épisode, c'est que si on se pose la question au moment où on vit une situation, on peut déjà agir sur le stress. Se poser la question de se sentir stressé par un truc, c'est ok, est-ce que j'ai les moyens de résoudre ça ou pas ? En fait, dans 8 cas sur 10, je pense qu'on peut se rassurer et se dire bah oui, en fait, je l'ai déjà fait, j'ai les moyens d'y répondre. Et là, on fait un peu descendre les choses, quoi. Mais il faut s'interroger régulièrement, quoi. C'est ça la mécanique du truc, quoi. Il y a aussi cette mécanique de envisager le pire, tirer parti du pire, qui peut être un peu la théorie de la terre brûlée. Ouais. Mais c'est vrai que parfois, on se projette tellement dans « Oh, mais si je fais ça, si se passe ça, si se passe ça ». Finalement, en imaginant le pire, genre par exemple, tout capote, on perd son job, on se sépare, Ok, bon, très bien. Donc, théorie de la terre brûlée. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je l'ai travaillé ça avec un coach mental il y a quelques mois. C'est pas idiot, t'imaginer au fond. Voilà, exactement. La source de mon stress majoritaire, c'était mon travail. Ok, et donc vraiment, tout s'écroule, plus rien ne marche, catastrophe, dépôt de bilan, plus de revenus, ni moi ni mon mari. On vend la maison. Scénario catastrophe. Voilà, la terre brûlée. Et donc en gros là, tu te projettes complètement dans cette situation. Donc c'est assez long comme démarche. Et là, t'écris, en fait, qu'est-ce que tu fais, quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Où tu trouves tes petits bonheurs ? Comment tu survis à tout ça ? Mais tu te projettes, donc c'est un travail qui prend du temps. Et au final, quand tu creuses très, très loin, tu te rends compte qu'en fait, tu pourras quand même vivre et ça va quand même se passer. Pas forcément rebondir et retrouver le même niveau financier, mais au moins juste vivre correctement. Voilà, exactement. Pas bête, la théorie de la terre brûlée. De la terre brûlée, du pire. Tu vas au pire. Tu vas au pire et tu vois si t'as les ressources pour survivre ou pas. Moi, j'ai aussi un autre tips que je m'applique souvent dans ce même genre. C'est quand t'es confronté à un problème,
une difficulté, il y a une équation qui est assez simple et qui est un peu banale, mais qui est bon de se rappeler parfois, et moi ça m'arrive souvent, c'est de me dire, ok, je suis face à un problème, si j'ai la solution, je n'ai pas de problème. Si je n'ai pas les moyens ou pas la solution, rien ne sert de considérer le problème, puisque de toute façon, je ne peux rien y faire. Donc souvent, dans tous les cas, tu t'apprends à le mettre à la bonne distance. Si tu es confronté à une épreuve et que tu sais la résoudre, du coup, pas de souci. Si tu as un truc qui t'arrive et que tu ne peux rien y faire, ça sert à rien de c'est le pas ruminer, de ton quoi. ressort, donc laisse Donc, pisser. on passe à autre chose, quoi. Ou en tout cas, on se met à distance de ça. Parfois aussi, on se projette dans ce qu'on va ressentir. Tu vois, genre, Ouais, alors ça c'est vraiment si pas le bon truc à faire. Je vais être comme ça. Putain, non, ça. Tout le monde s'accorde à dire que ça, c'est pas la bonne chose. Oui, c'est mais... le fameux ne crie pas avant d'avoir mal. Exactement, mais tu vois, par exemple, pour les insomnies, moi qui ai été très, très confrontée à ça, en fait, tu stresses parce que tu dors pas, parce que tu sais que tu vas pas dormir et que demain tu vas être fatigué et que c'est pas bon pour ton sport et que c'est pas bon pour ta santé, que tu vas avoir plus mal au dos, et en fait, tu tournes en boucle comme ça. Cercle vicieux, ouais. Donc, j'ai bien aimé finalement le discours de Dr Bago pour vraiment essayer de s'extraire de tout ça. Il parle et vous avez parlé forcément de la notion de stress au travail, parce que c'est un sujet qui concerne énormément de gens. Et vous avez parlé justement de ce qui était constitutif du stress au travail, et notamment, lui, il est catégorique. Il dit que les entreprises ne font rien. Il dit que c'est pas en mettant une table de ping-pong à un Mac. Et ça, j'aime bien cette histoire, parce que c'est vrai, on le voit tout le temps dans les nouvelles entreprises, en mode start-up, le baby-foot et tout. Et il dit ça, c'est cosmétique. C'est cosmétique. En fait, les entreprises ne font rien. Et il va plus loin. Il dit le premier truc qu'on pourrait faire, qui serait tout simple, c'est d'obliger les gens à quitter leur travail à telle heure. 18h, vous êtes gentil, vous partez. Et il dit ça aurait une vraie incidence. Et d'ailleurs, il explique qu'il a vécu au Canada et que dans certaines entreprises, et apparemment c'était assez répandu, on obligeait les gens à partir assez tôt. Et ça réduisait considérablement la notion de stress. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ça ? Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui font beaucoup pour essayer d'améliorer la santé mentale de tous les collaborateurs, mais aussi parfois aussi des prestataires. Ouais. Voilà, en mettant les prestataires dans la boucle de la prévention. Moi, je peux témoigner, parce que j'ai été dans un grand groupe jusqu'à il y a encore très peu de temps, TF1 pour ne pas le nommer. C'est hallucinant ce qui est mis en place sur la recherche du bien-être des collaborateurs. Et tu as raison, des partenaires à tous les niveaux. La gestion de l'impact environnemental, la gestion du stress, la prévention des burn-out. Ils parlent beaucoup des mails et du fait, voilà. Et dans tous les mails, il y a écrit, et c'est vraiment un truc auquel font attention les managers, de ne pas écrire de mails pendant le week-end, de ne pas écrire de mails trop tard le soir. Donc, moi, à sa différence, je trouve qu'il y a quand même un mouvement. Dans les grands groupes, en tout cas, dans les grandes boîtes. Alors moi, pour connaître le premier concurrent de ce grand groupe, France Télé, pour pas le nommer, j'ai 2 amis, très très bons amis, qui travaillent dans cette très grande entreprise à des très hauts postes et qui ne vivent pas du tout la même chose, qui ont des stress énormes, avec des managements toxiques avérés qui ne sont pas résolus. Donc ça dépend, je pense, des entreprises et aussi même peut-être de certains services. Si tu travailles là ou là, tu vois, dans le chaud, dans le froid, donc ça dépend. Mais bon, chacun fait ce qu'il peut. C'est très intéressant. Moi, je suis allée la semaine dernière. J'ai participé à une conférence sur la médecine du travail et comment le sport peut aider à être plus performant. Donc, il y avait cette notion de performance au travail et du sport. Et donc, c'était un colloque d'une très grande entreprise qui gère, qui est la médecine du travail pour plein d'entreprises. Et donc, c'était très drôle puisque, par exemple, donc, j'ai rencontré le patron de cette grosse entreprise de médecine du travail qui gère plus de 250 salariés. Et donc, je lui demande, et vous, monsieur, qu'est-ce que vous faites pour que vos employés fassent plus de sport ? Rien. Ouais. Non mais tu sais quoi, il y a un truc. Ce monsieur était vraiment fabuleux, très intéressant à écouter, mais vraiment sa première réflexion était. Ouais. Et ça rejoint ce que disait le professeur, le docteur Bago, que les entreprises sont globalement dans une inertie totale. Et il y a un truc qui est contre-intuitif par rapport au sport et qui est très culturel, je trouve, en France, c'est qu'on ne comprend pas qu'en fait, par rapport au travail, il faut réduire la durée du temps de travail pour donner plus de temps à d'autres terrains, et notamment le sport, pour améliorer la capacité des gens à travailler. Productivité. Virez 1 heure ou 2 heures de travail par jour, allez courir, ou faites un truc qui vous fait du bien, qui fait plaisir, et ça, toutes les études le prouvent. Et les moins d'heures qu'on va passer au travail, elles vont être beaucoup plus productives. Déjà,
elles vont nous obliger, enfin tu as dû en faire l'expérience, d'ailleurs c'est marrant, quand on est entrepreneur, on fait souvent cette expérience, ou quand on devient parent, ce qui est une forme d'entreprise. On a moins de temps, oui. Et on s'organise beaucoup mieux. Ouais. Et d'ailleurs, quand on devient parent ou entrepreneur, souvent on se dit, mais qu'est-ce que je faisais de mon temps avant ? Ah oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu faisais de tout ce temps procrastiné ? Non, c'est vrai. Alors après, bien sûr, on va avoir toujours des discours de personnes qui ont des jobs où ils ne peuvent pas couper leurs heures, comme des personnes soignantes, des boulangers, voilà, qui ont des heures de présence absolue. Ça n'existe pas, ça. Couper leurs heures, non, mais réduire le début ou la fin, commencer plus tard, finir plus tôt, tous les jobs peuvent le faire. Enfin, tout le monde. Enfin, je veux dire, après, oui, quelqu'un qui est soignant, mais parce qu'on lui demande d'être présent. Parce qu'on lui impose un rythme absolument les infirmiers, inhumain. C'est pas eux qui choisissent leurs horaires dans les hôpitaux, il y a des plannings, quoi. Et ben, ça devrait être pris en compte. Alors, c'est encore je suis d'accord, oui, c'est sociétal, en fait, c'est systémique, sociétal. C'est culturel. C'est culturel, tout à fait, parce que c'est vrai que quand tu vas dans les Nordiques, les pays type scandinave, il y a vraiment beaucoup moins de présentéisme au travail. Les gens quittent le travail à 16h sans aucun problème. Bien sûr. Et finalement, ça se passe très bien. Tout à fait. Non, c'est vrai qu'on passe beaucoup trop de temps entre les transports, notamment dans les grandes villes, le travail, aller chercher les enfants, et les transporter aussi à leurs activités, etc. On se ruine en fait la santé physique et mentale avec toute cette inertie liée aux horaires de travail trop longs. Plus le réflexe de présentéisme, et il a cité un exemple qui était assez édifiant d'une jeune femme qui travaillait dans une grande entreprise et qui donc allait sur des salons pour recruter de futurs collaborateurs et qui avait interdiction de son entreprise, de ses managers, de dire qu'elle finissait tard. Qu'elle finissait tard. C'était interdit pour elle de le dire parce que sinon les gens n'iraient pas. Mais donc c'est fou. C'est fou de se dire que les entreprises, au lieu de trouver la solution au truc, préfèrent mettre un mouchoir dessus, voire de dire n'en parlez pas. Je pense que c'est en train de changer parce que notamment les nouvelles générations avec qui moi je collabore beaucoup ne veulent plus de ça et s'en rendent compte et ont totalement raison. Ouais, bien sûr. Et donc il faut aussi écouter cette jeunesse au travail qui est beaucoup plus consciente finalement de ce néo-forçat, ce côté presque esclave au travail qu'on ne veut plus. Peut-être que c'est un peu notre dernière génération où on a un petit peu trop donné finalement. Les quadras qui étaient dans la lignée, on va parler justement de cet héritage et du côté générationnel et de la manière dont les choses ruissellent finalement. Cette pression et ce stress, il a ruisselé, il a grandi et vous l'avez bien raconté. Juste par rapport aux entreprises, il a dit un truc qui m'a fait marrer, qui m'a fait marrer pas du tout en fait, qui m'a fait pleurer intérieurement. Il dit que les plus fragiles et les plus concernés par les doses de stress un petit peu importantes, et on va parler évidemment du grand burn-out, qui est le grand syndrome du moment. C'est les gens qui travaillent dans le middle management, ce que j'appelle les petits chefs, qui ne sont pas les grands patrons, mais qui sont là pour manager les petites équipes, et les entrepreneurs. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'en parlais donc avec ce même... C'est là où tu ris, mais tu as quand même un titre là. C'est vrai. Ce même patron là, de cette grande entreprise de médecine du travail, quand on parlait justement du stress entrepreneurial, donc moi, il m'explique qu'il est patron de 250, 300 staff en fonction. Et donc là, je lui dis, waouh, c'est super dur. Il me dit, ah non, finalement, c'est pas si dur, parce que finalement, moi, je ne gère que 5-6 personnes qui sont déjà de très haut niveau et qui ont une grande expérience. Et donc, quand je leur dis quelque chose, c'est fait et je passe à autre chose. C'est pour eux que c'est compliqué. Et finalement, c'est ça. Alors que voilà, l'entrepreneur qui a 12 personnes à gérer tout en frontal, ou bien le manager qui a beaucoup de jeunes ou de personnes parfois pas forcément très expérimentées, qui doit beaucoup être là à vérifier ce qui est fait, a un stress beaucoup plus important. Ouais. Les gens qui sont tout en haut dans l'organigramme ont une facilité à gérer le stress et ils sont finalement beaucoup moins exposés que ceux qui sont pris entre le marteau et l'enclume. Alors parfois, il faut avoir fait ses classes aussi avant. Ça n'arrive pas forcément tout cuit comme ça dans la bouche dorée. Mais oui, c'est vrai que finalement, c'est les relations humaines qui sont les plus difficiles à gérer. Tu peux avoir tous les dossiers que tu veux. Finalement, c'est de gérer le travail des autres et essayer de comprendre comment chaque personne travaille, qu'est-ce qui va marcher. C'est toujours pareil, c'est que tu es pris entre des gens qui sont en dessous et qui ont des besoins, des envies, des griefs ou des requêtes, des remarques, tout ça. Et puis ceux qui sont au-dessus qui t'obligent à avoir. Donc voilà, les gens qui sont dans la charnière sont le plus souvent... C'est le sandwich. Exactement. Eux pris entre deux feux. Exactement. Et donc parfois on en arrive à l'épuisement. Et quand un stress chronique produit une forme d'épuisement, c'est ce qu'on appelle
le burn-out. On en arrive au burn-out. Ça, vous en avez parlé. On a parlé. C'est un syndrome moderne dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années. Ouais. Après, je trouve que le burn-out, en fait, est-ce qu'on en parle trop ? Je ne sais pas. Parfois, on l'utilise peut-être un petit peu trop de façon galvaudée. C'est sûr qu'on connaît tous 10 personnes qui ont fait des burn-out, alors que bon, c'est peut-être pas exactement c'est vraiment ça. des analyses sanguines aussi qui permettent de déterminer le burn-out, la production de cortisol, d'autres hormones aussi, qui montrent un épuisement complet des surrénales. Donc, il faut quand même le faire objectiver par des analyses médicales. Il y a une notion d'épuisement. Et vous avez dit un truc, et il nous a appris quelque chose qui est tout à fait qu'on peut comprendre, c'est que dans le burn-out, c'est souvent l'entourage qui constate le burn-out des intéressés, en tout cas des victimes de ce syndrome-là, et toujours trop tard. Absolument. Ça dit un truc qui est très important et qui est simple, basique, et qui arrive tout le long de cet épisode, c'est que il faut s'interroger soi-même, il faut s'écouter soi-même, et on ne le fait pas assez. Pas assez avec bienveillance. On va rentrer après dans justement la pression qu'on se met soi-même. C'était très intéressant ce que vous avez dit ensuite à ce propos. Mais voilà, souvent les gens qui arrivent en burn-out, ils arrivent en burn-out. C'est-à-dire qu'ils en prennent conscience quand le mal est fait, quoi. Oui, en fait, on ne devrait pas accepter des doses de stress énormes, répétées, ce sentiment de savoir tout gérer. Il faut en parler aussi. Je pense qu'il faut en parler et à ses supérieurs hiérarchiques ou à ses prestataires dans le travail ou à ses collègues. Ou même à son entourage, déjà. Son entourage, sa famille, même aussi ses enfants. C'est vrai que, par exemple, moi, maintenant, je suis confrontée à des adolescents. Donc, on peut aussi leur dire, voilà, là, c'est trop de choses à gérer, en fait. Et donc, vous me demandez trop. C'est vrai que parfois, les adolescents aussi demandent beaucoup. Et on peut leur dire, là, c'est trop. Donc, soit tu m'aides, soit tu arrêtes de demander, en fait. On peut aussi être dans ce dialogue sans s'énerver. Mais, dans la répartition de la charge, il faut arrêter d'accepter tout ça. Peut-être qu'on a trop accepté dans le... on va en reparler certainement, dans la transmission comme ça transgénérationnelle, de se vouloir toujours plus, faire mieux que ses parents. Et on a peut-être trop accepté, et à un moment donné, il faut aussi savoir dire stop et se préserver. Il y a une difficulté là-dedans aussi qui est celle de, et il l'expliquait, de gérer le jugement des autres dans les situations de fragilité. Il y a deux symptômes, il disait dans le burn-out, c'était donc ça, gérer le jugement des autres à ce moment de fragilité, et perdre l'estime, ou en tout cas l'idéal de soi. C'est-à-dire que c'est comme si à un moment, quand on arrivait dans ce moment où on met le genou à terre, on se dit « Ah mais en fait... je suis pas si fort. Ouais, je vais pas être Superman. » Et ça en dit long sur la pression qu'on se met, encore une fois, à soi. Totalement. Qui est un vrai problème pour le coup. Et c'est là que revient cette définition du stress que moi j'avais, qui est la différence entre ce qu'on attend et la réalité. Parce que parfois on attend de nous-mêmes de pouvoir tout gérer sur tous les fronts. Et la réalité, c'est que non, en fait. Et donc, il y a ce décalage qui fait que ça augmente notre sentiment de stress, c'est-à-dire la contraction des muscles, le cœur qui s'accélère, toute la production hormonale de résistance au stress et cette réaction flight, freeze, fight. Flight, freeze, fight. Oui, c'est la réaction au stress. Tu sais, soit tu t'enfuis, soit tu es pétrifié, soit tu combats. D'accord. Et donc, en fait, tout ça, ça engendre des contractions musculaires, le resserrement des vaisseaux sanguins. Drôle. Mais alors, flight, freeze, fight, si on est dans le fight, ça veut dire qu'on est plutôt en... combatif. Qu'on est en bonne réaction. Tu ne peux pas non plus être Rocky en permanence, en fait. Okay. Et tu peux pas non plus toujours être immobilisé, tu peux pas non plus tout le temps t'enfuir. Donc la bonne idée, c'est d'avoir cet équilibre. D'accord. Donc, parfois, t'es cool. Et parfois, t'es combatif. Ça rejoint ce qu'on se disait de justement se questionner toujours quand on est mis face à une épreuve, un nouvel environnement, une nouvelle situation, de se dire ok, est-ce que j'ai les moyens de dealer avec ça ou pas ? Et en fonction de la réponse que je fais le plus objectivement possible, j'adopte une attitude. Et moi, je voulais venir aussi sur une comparaison intéressante, notamment pour les personnes qui font du sport, cette quantification du stress qu'on utilise beaucoup dans le sport, notamment en sport cardio, quand tu veux courir de plus en plus ou nager de plus en plus, quand tu veux devenir triathlète. Il faut que tu... Je vois pas. Non, mais quand tu veux progressivement courir de plus en plus de kilomètres ou jouer de mieux en mieux au tennis, tu peux pas faire tout d'un coup. Il faut monter progressivement le stress. Mais quand on parle de ça dans le sport, on doit aussi analyser, nous, en tant que coach, le reste de la vie de la personne. Parce que tu peux pas la faire courir de plus en plus, mais derrière, elle a des gosses hyper difficiles à gérer, des transports, un métier très difficile, parce que tout ça, ça rajoute du stress. Faut tout prendre en compte. Et tu peux pas adapter ton corps à tout. Vous en avez parlé de ce changement, justement.
Du fait que le changement doit être progressif. Attends, j'ai pas fini. Oui, mais et donc juste pour revenir à ce stress, c'est pareil finalement dans la vie et dans le travail. On peut pas et avoir un job hyper stressant et avoir des enfants de bas âge qui nous demandent énormément et avoir des transports et en plus vouloir être performant dans son sport ou je ne sais pas, peut-être dans un autre pan de sa vie avec des amis, organiser plein de fêtes, je sais pas. On peut pas tout faire en fait à un moment donné. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde où on a l'impression qu'on peut tout faire, que c'est qu'une question de choix, de vie, de priorité, de machin. C'est faux, en fait. Moi, c'est ce que je trouve intéressant dans cet épisode et c'est ce que vous dites tout du long. Et finalement, et c'est ce que j'aime dans ce podcast, c'est que, encore une fois, petit à petit, il y a un puzzle qui se dessine pour mieux vivre, mieux vieillir, adopter une longévité, enfin, viser une longévité, voilà, qui s'écrive dans le bien-être et dans quelque chose d'un peu, où on se sent bien. C'est que on répète qu'il faut arrêter avec les injonctions, qu'il faut s'écouter et qu'il faut se dire que on peut pas être parfait partout. On peut pas être un bon père, un bon mari, un bon collègue, Alors si, on peut, mais on peut pas avoir les curseurs à fond tout le temps. Tout à fait. Or, toute la journée, dans nos sociétés, dans notre quotidien, ce que tu disais, la société, les médias, les gens autour de nous, les réseaux sociaux, beaucoup envoient des signaux qui disent « Ok, comment être le meilleur là-dessus ? Comment être la personne la plus intéressante de la pièce ?» Les superlatifs, ils sont présents partout et ils mettent une pression. Donc, dans cet épisode, et vous l'avez répété souvent, il faut se laisser tranquille. En fait, il faut se laisser tranquille. Il y a plein de raisons pour lesquelles on se met du stress qui n'ont pas lieu d'être et pour lesquelles on devrait dire « Et tu sais quoi ? Ça, on verra plus tard, on verra demain. Je ne peux pas mener tous les combats. » Absolument. Mais c'est intéressant. Ouais, c'est très intéressant et ça va un peu à l'encontre de cette société et des notamment réseaux, du toujours les plus. réseaux, c'est une cata avec pour ça, la vous en parliez. consommation absolue, tout le temps, avoir mieux, plus de vêtements, plus de maquillage, plus de voyages, plus loin, toujours plus beau. Faut se méfier de l'influence. Et tu parlais des parents, vous avez dit justement que vous étiez modélisant et lui a dit que le mood dans lequel on était quand on rentrait de sa journée de travail, par exemple, les enfants le sentaient. Ça, on le sait, c'est prouvé. Les enfants perçoivent les oscillations de l'humeur de leurs parents et un parent qui est épuisé, qui est surstressé, l'enfant le sent et voire le capte et fait du stress, le fait sien en fait finalement. Petit dérapage, si je puis me permettre, quand ce monsieur dit faut pas s'étonner après que les enfants se mettent sur un ordinateur, se mettent à fumer du shit et ne veulent plus travailler. Moi, les caricatures comme ça, je déteste parce que les jeunes, déjà, ça ne veut rien dire. La jeunesse est plurielle, multiple, a des aspirations. Il faut être beaucoup plus nuancé que ça. Et en l'occurrence, il y a plein de... Moi, je vois des jeunes tous les jours extrêmement dynamiques et qui ne sont pas en train de fumer du cannabis devant leur ordinateur en faisant... Oui, c'est une minorité absolue. Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas la jeunesse, quoi. Après, mais en tout cas, voilà, il y a un mouvement, le stress est communicatif et ça, il faut s'en méfier. Tout à fait. Et aussi, est-ce qu'on leur donnera envie, finalement, à nos enfants de travailler et de s'insérer dans ce monde alors que nous, on leur envoie une image horrible. Et peut-être que ça vient aussi de là, le fait que beaucoup de générations de 20-30 ans ont moins envie de faire des enfants ou de créer des familles en ayant vu peut-être leurs parents presque déborder. Les défauts du schéma. Moi, j'ai été frappé, je m'en souviendrai toute ma vie, d'un stagiaire, salut Martin, salut Martin, qui était stagiaire à une époque, et moi j'ai connu, et je pense que comme on a le même âge, t'es un peu dans ce même mood aussi, les trucs où quand t'étais en stage dans une entreprise, tu te défonçais. Moi, il m'arrivait de dormir. Il m'arrivait de dormir sous mon bureau. Totalement. N'importe quoi quand on y repense. On a fait ça. Et lui, il était stagiaire et un jour, il part à 18h et moi, j'étais encore en train de bosser. Je lui dis, mais pourquoi tu restes pas un peu plus là, par exemple, pour voir si, ok, t'as coché tes petites missions du jour, mais peut-être que, ou voir, ou observer, ou prendre part. Et il m'avait dit cette phrase d'une banalité sans nom, mais qui m'avait scotché au mur. Il dit, mais tu sais, David, le travail, c'est pas la vie, en fait. Et il était parti. Et je m'étais dit, putain, d'une part, il a raison, ça va de soi. D'autre part, moi, je l'ai compris tard, ça. Mais voilà. Et moi, je me suis dit, mais ça fait 20 ans que, en fait, cette phrase, elle est évidente. Et donc, c'est vrai qu'il y a une génération, aujourd'hui, les 20-25... ont déjà compris ça bien avant nous. Et ont inversé cette grammaire-là. Et vous en avez beaucoup parlé, de justement, la manière dont le stress et l'ambition s'est traduite de manière transgénérationnelle. Comment on est finalement le fruit d'un héritage d'une pression sociale et familiale. Mais depuis beaucoup de générations, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ça ne vient pas forcément que de nos parents, mais aussi des grands-parents, des arrière-grands-parents, en fait, qui ont transmis... T'en parlais, toi ? Oui, alors moi, vraiment, je suis le pur produit de ça. Clairement, vraiment,
Enfin, tu vois, la famille de mon père ruinée à la Deuxième Guerre mondiale, ma mère qui vient d'une famille assez rurale et très simple de Franche-Comté, arrive dans les années 70 à Paris. Mon père et ma mère se rencontrent là à un moment des 30 Glorieuses où c'était on se boostait tous les 6 mois, il fallait doubler son salaire et j'adorerais cette c'était idée. l'ascension sociale et la fierté donc de leurs parents à eux de voir leurs enfants réussir, acheter un appartement à Paris. Changement de vie total. Exactement. Donc voilà, moi j'ai été nourrie de ça Comme si c'était reproductible infiniment. Exactement. Et en fait, je pense que là, on arrive aussi à une limite peut-être sociale, planétaire, je ne sais quoi, à une limite sur cette doubler le niveau de vie de sa famille, c'est pas possible indéfiniment. Et puis c'est même pas souhaitable, je pense. Rapport à ce qu'écrit Jean Covency. Et donc, il y a aussi cette prise de recul finalement à avoir sur. Nos parents nous ont éduqués. Après, ils n'avaient pas forcément raison, sans le savoir. Peut-être qu'ils ne comprenaient pas, en fait, ce qui allait se passer dans les 40 prochaines années. Et aujourd'hui, nous, on se rend compte de cette incohérence à vouloir toujours faire mieux. Et des impasses dans lesquelles on s'est mis. Et finalement, les plus jeunes, eux, je pense, les vingtenaires, et tu dois peut-être le voir chez tes enfants, toi, qui sont déjà un petit peu ados, ont plus le même paradigme. Ont cassé, finalement, cette fausse dynamique. Et je voulais aussi revenir sur le faire mieux. C'est vrai que c'est une phrase que mon père dit souvent. Aujourd'hui, vous êtes la première génération qui ne pouvait pas faire mieux que vos parents. Qu'est-ce que c'est que faire mieux ? Est-ce que c'est gagner plus ? Est-ce que c'est travailler moins ? Est-ce que c'est vivre plus en connexion avec son environnement ? Est-ce que c'est éduquer ses enfants de façon plus cool ? Qu'est-ce que c'est que faire mieux ? En fait, c'est pas forcément une notion financière. C'est pas forcément une notion d'accumulation des biens. C'est ce qu'on arrive à se dire aujourd'hui. Exactement. Donc il faut aussi repenser le faire mieux que tout le monde. C'est surtout la personne qui dit ça qui devrait s'interroger sur ce qui était faire mieux pour lui. Dis à ton papa, mais c'est une époque où c'était avoir une voiture, avoir payé sa maison, avoir réglé ses traites, être marié, avoir des enfants et qu'il fasse de bonnes études. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la recherche d'un équilibre et de l'épanouissement, je pense. Oui, mais je pense que c'est bien. Et en fait, encore une fois, je pense que nous aussi, on est une génération un peu sandwich entre cette transgénération là qui nous a toujours dit faire mieux. Et finalement, cette limite qu'on atteint de façon planétaire et la génération des plus jeunes qui cherchent une autre voie aussi, d'autres façons de vivre. Exactement. Pas mieux, mais différemment. Eux, ils sont plus là-dedans. C'est chiant pour les quadras, ça veut dire que nous, on est face à une option qui est de se dire soit on continue un peu connement avec notre passif, notre héritage et quand même la manière dont on a fait depuis 20 ans, dont on bosse depuis 20-25 ans. Soit nous qui sommes conscients, mais qui avons été éduqués différemment, il faut qu'on imprime le changement et je pense que c'est possible. Je pense qu'on peut le mettre en place nous aussi. Mais on a plus de boulot que les générations qui sont en rupture. Oui, puisque revenir en arrière, c'est très difficile de faire des choix. À quoi est-ce que je renonce, puisque choisir, c'est renoncer. Donc, à quoi est-ce que je renonce ? Est-ce que je renonce au financier ? Est-ce que je renonce Il y a des petits arbitrages. Mais en tout cas, encore une fois, il faut se poser les questions, je pense, et c'est intéressant justement de voir si on peut adopter un autre schéma. Il y a justement, par rapport à ce qu'on se dit là, truc que vous avez dit, c'est qu'il y a une importance à s'accepter et à se dire que le changement vient progressivement, qu'on peut pas tout changer du jour au lendemain, que accepter de ne pas tout remettre en question, c'est pas grave. En fait, il faut l'accepter, c'est pas grave, on peut pas tout remettre en question. Les choses se font progressivement et il y a un paradoxe dans la recherche de la perfection. Vous avez beaucoup parlé de ça justement, des perfectionnistes. Il y a un paradoxe qui est que souvent les personnalités les plus perfectionnistes, celles qui se mettent un stress justement pour faire bien et cocher toutes les cases. Et risquer ce burn-out. Ouais, sont celles qui soit vont dans le mur, soit vont dans un truc inverse. C'est-à-dire que ceux qui veulent finalement maigrir à tout prix, se foutre une pression là-dessus, sont ceux qui vont adopter des comportements dangereux. Ou incohérents. Peuvent finir obèses. Et il a cette comparaison entre les Américains et les Autrichiens, par exemple, qui ont un objectif ou une représentation du physique très différent. Et finalement, là où les Américains voient le corps parfait avec beaucoup plus d'exigences que les Autrichiens, eux, dans la réalité des faits, sociétalement, leur corps, ils sont bien moins en forme que les Autrichiens qui, eux, n'ont pas la même ambition, ils se mettent pas le même stress à être
un canon ou un mec bodybuildé ou tout ça. Donc, c'est super intéressant de voir ça sur un grand, large spectre sociétal que juste individuel, du perfectionnisme de tout un chacun. Finalement, de le voir vraiment sur un mouvement de société. Et finalement, le stress global d'une société qui engendre des grosses difficultés de santé pour toute une tranche de la population. Bien sûr. Mais c'est la notion d'idéal. C'est encore une fois la notion d'idéal. On s'arrime à un idéal de vie, de job, de physique, de trucs. Et en fait, à se mettre le stress pour coller à l'idéal constamment, eh ben on finit par produire un effet parfois inverse. Et à l'échelle d'une population, on le voit avec les États-Unis, c'est une cata, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant. De voir comment le perfectionnisme conduit parfois à l'effet inverse. Et il y a aussi ce syndrome du bon élève dont il a beaucoup parlé, sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne. Pareil, je me suis sentie assez concernée finalement, le côté tout bien faire, réussir. Alors moi, j'ai pas été du tout une bonne élève au collège-lycée. Oui, c'est ce que j'étais en train de me demander. Je me suis dit, est-ce que tu étais du genre à bien écrire avec tous tes stylos? Ah non. Moi, je mets le titre en fuchsia, le truc en bleu, le machin. Alors moi, pas du tout. Moi, j'ai vraiment eu un bac ric-rac. Mais moi, je me suis découverte bonne élève plus tard. Donc voilà, au niveau des études supérieures, où finalement, d'un seul coup, je pouvais étudier des choses qui m'intéressaient. D'un seul coup, je me suis révélée bonne élève. Donc peut-être que j'ai poussé le curseur. Ça marche pour tout le monde. Si on est sur le bon terrain. Voilà. Avis aux ados, ne lâchez pas. Ayez votre bac, après tout ira mieux. Trouvez votre terrain. Et donc ce syndrome de bon élève qui est généralement assez lié, donc de bon élève et du coup après de burn-out quand tu pousses trop loin le curseur, lié à un défaut de sécurité vis-à-vis de ses parents ou à une relation parentale déficiente à un certain moment. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a plusieurs choses que j'ai notées. C'est le syndrome du perfectionniste, en fait. Ce que tu appelles le bon élève, il dit aussi qu'au fond, et c'est peut-être là où ça rejoint l'histoire de la parentalité, c'est qu'au fond, le perfectionniste redoute la critique. Et lui, il dit un truc que j'ai trouvé très chouette par rapport à ce que tu décris là, qui est de se dire, il vaut mieux apprendre à gérer la critique que se défoncer et se mettre la pression et donc du stress pour l'éviter. En gros, plutôt que de se dire « mais on va me dire que j'ai mal fait mon taf, du coup je reste jusqu'à 22h, machin truc », il vaut mieux se dire « mais en fait, moi je vais rester jusqu'à 18 parce que je ne vais pas rester jusqu'à 22h et si on me dit que j'ai mal fait mon taf, j'aurai les ressources pour pouvoir faire face à cette situation. » Pour y répondre. Il vaut mieux que je passe un petit peu de temps à réfléchir à comment répondre à cette critique que de me foutre la pression et de me dire « on va me dire ça, donc il faut que je reste là jusqu'à 22h. » Répondre à la critique. Prendre du temps pour ça. Et donc là, on revient finalement à cette première définition du stress où quand tu as réfléchi à comment tu vas répondre à la critique ou si ça se passe mal, tu as envisagé le pire, tu es capable finalement de faire face à cette situation et ça te redonne confiance en toi, donc le stress diminue et là, tu relâches. Il vaut mieux prendre son temps et essayer de savoir comment on va répondre à l'épreuve que finalement se mettre du stress pour se dire comment je peux être sûr de ne pas être pris là-dedans. Intéressant. Et le burn-out, comment tu fais toi par exemple? Imagine, tu devais rendre un truc, finalement tu l'as pas fait. Tu vas dire quoi à la critique là? Alors si je l'ai pas fait et que c'était un engagement, je m'en veux. Après, le stress est souvent antérieur à l'épreuve. C'est quand le truc est devant toi. Une fois qu'il est derrière, il est derrière. Tu dois dealer. T'as loupé, t'as pas loupé. Tu te dis je suis un con, j'ai pas bien fait ou je ferai mieux la prochaine fois. Mais quand il est devant, moi je me dis quand même globalement ça passe. Ce qui est intéressant avec l'âge, c'est l'effet d'expérience. C'est que moi, je me dis, en fait, est-ce qu'un jour, les choses ont bloqué? C'est marrant. Professionnellement parlant, par exemple. Est-ce qu'il y a vraiment eu un énorme clash à un moment donné? Jamais. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne. Sur les deadlines en télé, par exemple. Moi, j'ai passé 20 ans de ma vie à faire de la télévision. La notion de format, la notion de durée, la notion d'horaire est hyper importante. Les deadlines, on ne vit que là-dedans, puisqu'on doit diffuser une émission tous les samedis. Et donc la rendre tous les jeudis, et donc être visionné tous les... Bon bref, ce n'est que des rendez-vous comme ça. Bon, parfois t'es dans des stress parce que t'avais pas géré un truc, un reportage, et un mec qui t'a planté, t'as un truc, t'as 1000 choses qui rentrent dans le stress, et toutes les semaines, elles reviennent. Bon, et le fait est que t'es soumis à une pression énorme, constante et répétée, et au bout d'un moment, t'apprends à te dire, mais en fait... Jamais un reportage n'est pas sorti. Jamais il y a eu un noir antenne. Jamais on s'est retrouvé à dire en fait il n'y aura pas d'émission. Mais si, en fait il y a toujours une émission. Et donc moi j'ai appris à me dire ça et ça m'aide dans la vie de me dire en fait il y a toujours une issue. Finalement on trouve toujours une issue et ça rejoint ton truc du pire. Je dis en fait so what.
Enfin, je veux dire, à moins de se dire, bon, ben là, on va mourir. Bon, là, c'est compliqué. Hein. Si on est dans cette équation et de se dire, ok, là, c'est. Mais en dehors de ça, en gros, hein, des grands périls là, qui sont la mort et la maladie, rien ne mérite qu'on se dise, ah, ça va le faire en fait. Oui, ça revient à l'expression de Valérie Lemercier, il n'y a pas mort d'âme. Mais non, mais voilà. Non, mais c'est vrai. Ça va le faire en fait. J'espère que vous avez la ref. Non, mais moi, je me dis ça en fait. Après, c'est difficile parfois. Tu dis, ah oui, mais c'est tellement bête de dire ça. Mais en fait, c'est vrai, parfois, c'est revenir juste à l'essentiel. Mais bien sûr. Mais c'est difficile parce que tu es tellement pris dans ce truc de il faut. Après, l'expérience d'avoir été pris là-dedans aide. Moi, je sais que, par exemple, pour reprendre ce truc, quand tu pars en télé, tu vas faire ton reportage, tu as une caméra, tu as un cadreur, tu as des gens, après tu as un montage, après tu as du son. Tu as mille étapes qui peuvent faire que ça va, tu vas te dire, avec... Bon, en fait, quand tu as été exposé à ça, tu t'aperçois que ça marche toujours. Et quel que soit le métier, en fait, quel que soit le truc, en fait, on finit toujours par trouver le truc. Et en fait, si on le trouve pas, c'est pas grave, on fera autre chose. Non, mais tu vois, c'est pas si grave que ça. Exactement. C'est pas si grave que ça. Donc voilà, et c'est le truc du perfectionnisme, c'est encore une fois de se lâcher. Il a dit un truc qui était particulier sur les bons élèves, il a dit, les bons élèves sont plus soumis que les autres au burn-out. Et en gros, la valeur de quelqu'un, c'est quoi ? Ce qui compte, ce qui fait la réussite, c'est ça qu'il a dit, je l'ai noté. Ce qui fait la réussite, c'est pas d'avoir été un bon élève, c'est d'avoir été bon dans la cour de récré. Ça, j'ai trouvé ça. Moi, j'y crois. Alors, moi, j'étais pas du tout bonne dans la cour de récré. Mais violent. C'est là où s'exprime la personnalité. C'est là où il y a une forme d'animalité. Les plus forts gagnent, les plus populaires. Moi, j'étais pas bonne en cours de récré. J'étais pas populaire. J'étais pas. Mais toi, t'avais pas de bonnes notes. T'étais pas bonne en cours de récré. Non, je te dis, moi, le collège-lycée, ça a été difficile. Hein. Ah ouais, pas facile. Ouais. Mais voilà, lui il dit qu'en tout cas, ce qui compte dans la vie pour aller plus facilement dans l'existence et peut-être mieux gérer son stress et fendre les épreuves, il vaut mieux avoir été assez balèze et assez habile dans la cour de récré que derrière son bureau, quoi. Et d'ailleurs, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, les mecs qui avaient 18 à l'école, c'était ceux qui faisaient 10 kilos, qui étaient tout pâles, tu vois, j'avais pas de... Non, toi t'as connu des mecs... Ça, ah oui, c'est vrai. Moi j'étais amoureuse de tous les premiers de la classe. Ah ouais, quoi, qui étaient super tankés, surfeurs, bronzés, trop beaux. Bon, non, en général, moi, les premiers de la classe, ils étaient pas bons dans la cour de récré. C'est pas vrai, je suis pas d'accord. Et en plus, le sport favorise d'être bon en classe. Donc, non, c'est pas vrai. Et ça, c'est vraiment typiquement, c'est quand même le. Pardon, c'est une revanche que je prends parce qu'ils avaient des meilleures notes que moi. Alors, ils avaient des meilleures notes que moi, j'étais jaloux. Mais non, je pense que. Qu'est-ce que je peux dire pour ça ? C'est un déterminisme. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un peu effrayant, moi, je trouve, en fait. Il y a des gens qui sont plus ou moins soumis à la réussite parce qu'ils étaient plus à l'aise dans tel endroit que dans tel endroit. Et donc, je pense que... Ça vient beaucoup de l'éducation aussi, finalement. Ouais, mais il y a un truc... de comment tu as pu prendre ta place dans la famille. Sur le stress, il y a un truc de tempérament aussi. Pourquoi il y a des gens plus cool que d'autres ? Pourquoi il y a des gens qui arrivent à prendre plus de recul que d'autres, à faire preuve plus de sang-froid que d'autres ? Malheureusement, il y a quand même, et c'est ça qui touchait du doigt là, une forme de déterminisme aussi. Il y a aussi ce côté, éducation familiale, le rôle des parents, donner confiance aux enfants, leur dire qu'ils ont assez, qu'on n'est pas toujours obligé d'être le premier de la classe, ne pas forcément les mettre dans un défaut de sécurité, enlever de la faire pression. très attention, d'être quand même bien là, bien proche, bien autour. Et finalement, ça revient aussi au niveau du travail. Quand on est parent, il y a un moment donné, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être partout, par monts et par vaux dans le travail et être aussi proche de sa famille. Tu vois, moi, par exemple, c'est ça qui m'a fait capoter dans mon entreprise il y a 2 ans. C'est que finalement, ça devenait impossible en fait, d'être une maman proche, bienveillante, très présente, et chef d'entreprise qui développe sa boîte avec du staff. C'était impossible de cumuler les deux. Il y avait vraiment une espèce d'impossibilité, même si on dit mais c'est qu'une question de priorité. Non, il y a un moment donné, tu ne peux pas tout faire en fait. Donc c'est aussi ça. Il faut faire des choix. Et pour revenir à la longévité, la vie est longue. Et parfois, il faut aussi accepter qu'il y a des étapes qui sont plus ou moins longues et qu'il y a peut-être une étape où tu vas être plus concentré sur la famille et le travail, tu vas faire peut-être un peu moins d'horaire, continuer. Et c'est pas grave. Exactement, et c'est OK. Et un moment où justement, peut-être que tu vas plus te mettre dans le travail et retourner à fond parce que tes enfants auront certainement moins besoin de toi, en tout cas en termes de présence horaire. Et il faut accepter aussi des cycles de vie.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, mais c'est ce qu'on se dit en fait, et c'est ce qu'on raconte aussi dans plein d'autres épisodes. Hein, c'est de gérer bien les injonctions et de se laisser un petit peu tranquille et de s'aimer. Et c'est ma dernière note en l'occurrence. J'ai noté qu'il avait dit l'importance des limites qu'on se place dans le travail et la famille, des choses qu'on ne franchira pas, de se dire en fait non, je vais pas finir à 23h. Et en fait, ou dans ma relation de couple, non, je vais pas accepter ça. Le fait de se respecter soi, de s'écouter soi, de poser des limites permet de mieux gérer son stress. En fait, souvent, le stress naît parce qu'on est dépassé et parce qu'on n'a pas posé ses limites. Et lui, il dit c'est très important de le faire dans le travail, dans son couple, dans sa famille. Et là, en fait, non, ça non. Là, moi, je suis pas là pour vous pour faire ça. Moi, voilà, l'importance des limites permet de mieux gérer son stress, de prendre les choses en main pour soi. Et donc, ça rejoint l'idée de se faire son propre examen, de penser à soi, de se lâcher la grappe et aussi de se faire du bien un petit peu parce qu'il a parlé des cadeaux qu'on se faisait. Et lui, il disait, souvent je demande aux gens, alors ça, j'ai quel est le aimé. cadeau, quel est le cadeau le plus cher que vous êtes fait? Et il dit en général, les gens me parlent d'un truc à 15 €. Non pas que la valeur est une importance, mais c'est symptomatique. Les gens n'ont pas le réflexe, et je me mets dedans aussi, de se faire plaisir, de penser à eux, de prendre du temps ou de se faire du bien. Et ça, c'est peut-être par là qu'il faut commencer. Moi, c'était notamment très intéressant de le prendre dans la perspective du vêtement, notamment des personnes en surpoids ou voilà, qui n'aiment pas l'apparence de leur corps, qui ne s'autorisent pas à s'acheter un beau vêtement qui leur va vraiment bien, qu'ils vont garder. Un beau classique, par exemple une très jolie veste, un très beau pantalon qui est bien coupé. Ils se disent, je l'achèterai quand je ferai 50 kilos de moins. Exactement. Et du coup, en fait, ça veut dire que tu t'autorises pas à avoir une valeur ou à augmenter ta valeur sur le moment qui est là tout de suite. Je ne le mérite pas. Ouais, ça, c'était vraiment très intéressant sur cette réflexion. Et moi, pour terminer, j'en reviens aussi à la socialisation. Parce que le fait de passer du temps en groupe, avec un groupe bienveillant, des amis, la famille, des collègues avec qui on s'entend bien, et de parler de tout ça, ça permet aussi de prendre du recul parce que finalement, quand on entend les autres, on peut parfois le retrouver nous-mêmes, sans forcément se livrer, mais voilà, ça nous donne aussi des directions. On n'est pas seul déjà dans ces... Exactement. Et ça nous donne aussi des idées de comment est-ce qu'on gère et que finalement, voilà, ah bah tiens, elle arrive à ne pas accepter de finir à 23h le vendredi. Bah tiens, voilà, ça marche, moi aussi, je peux peut-être essayer. Donc, on peut vraiment s'entraider et ok, il y a ce côté prendre soin de soi, s'écouter soi-même, mais il y a aussi cette notion du groupe. Bien sûr. Et finalement, un petit peu moins d'individualisme et plus de sociétal, plus de social en fait, nous aide quand même énormément à faire face à cette situation de stress. Mais c'est pas antinomique, hein. Partir de soi, moi je pense toujours et je suis convaincu qu'il faut partir de soi. Dans n'importe quelle situation que tu veux résoudre, dans le truc que tu veux mettre dans ton entreprise, l'énergie que tu veux mettre dans ton entreprise, tout ça, il faut d'abord se demander comment on est, soit ce dont on a envie, soit où est-ce qu'on se sent bien. Et c'est là qu'on fait les bons choix. Ça ne veut pas dire qu'on exclut les autres, mais il faut toujours partir de soi, je pense. Il faut qu'on conclue cette interview et ce débrief puisque nous avons un rendez-vous dans il y a 4 minutes. Oh, zut. Merci beaucoup d'avoir écouté ce débrief avec David et moi-même. On vous retrouve en septembre pour la saison 3. Les vacances de Long Live. Merci infiniment de nous écouter toujours de plus en plus nombreux. Téléchargez mon application Lucille Woodward pour faire du sport, bien manger et avoir un mental fort. On vous souhaite un très bel été. Mais ouais, on va faire du sport pendant les vacances. J'ai vu qu'on pouvait faire du sport avec toi pendant les vacances aussi. Il faut. Salut.